Bonjour et bienvenue au docteur. Aujourd'hui, on va défaire des mythes. Hein? C'est le thème, ça, mythes et réalité. Des mythes sur la mémoire, sur les bébés. Ouais. Des mythes sur l'eau aussi, et sur certains aliments comme les épinards et même la gomme à mâcher. Sur le poids, sur le riz et même sur les crapauds. Ouais, un premier mythe d'ailleurs, les machines à remonter dans le temps, ça n'existe pas. Ben c'est faux. Hein? Au docteur, on a une machine à remonter dans le temps. On va remonter dans le temps. Puis la machine va nous amener d'abord à quelle époque, Jacques? En 1200. 1200. Donc on est au Moyen-Âge. Ouais, on est loin. Alors on est loin. C'était du temps où il y avait des chirurgiens barbiers. En fait, au départ, le clergé n'aimait pas beaucoup le sang et les chirurgiens avaient été un peu bannis. Ils ne pouvaient plus pratiquer. Donc, les barbiers se sont retrouvés à faire des chirurgies, principalement des chirurgies mineures. Donc, par exemple, ouvrir des abcès ou des retraits d'objets. Puis on va voilà. en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, les chirurgiens sont revenus à la mode. Et là, ben, quand on voulait devenir chirurgien, il fallait être évalué par nos pairs. Alors, d'autres chirurgiens nous évaluaient, et quand on devenait chirurgien, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, quand on passe nos examens, on avait le droit de porter le sarrau long. Et le sarrau court demeurait aux barbiers, qui eux pouvaient quand même continuer de faire des chirurgies mineures. Alors voilà. Mais si on va un petit peu plus loin, en 1500, ça c'est une époque que tu n'aurais vraiment pas aimé. Ah bon? Non, parce Pourquoi? que ces gens-là croyaient que quand ils ne se lavaient pas et qu'ils avaient donc des croûtes sur eux avec tout ce qui pouvait aller avec, c'est-à-dire toute la petite flore et la faune et l'odeur, à ce moment-là, ils se protégeaient des microbes. Et c'est comme ça qu'ils se protégeaient de la peste, soi-disant. C'est en ne se lavant pas. Donc, au niveau des maisons aussi, c'était pas très, très propre avec toute l'odeur que ça pouvait avoir. Il y avait beaucoup d'eau stagnante, il y avait quand même certaines personnes qui se lavaient dans des beaux bains de cuivre et tout ça. Donc, une fois par année. Et tout le monde passait dans la même baignoire. Mais voilà. Et donc, les habitations qu'on retrouve maintenant, qu'on peut voir, qui datent du Moyen-Âge, ne sont pas très représentatives vraiment de la vie quotidienne de ces gens, de ces gens-là. Qui pas le ménage. Non. Et de 1500, on passe à 1700, où la grande mode était les saignées. Vous avez sûrement entendu parler ou même vu dans le film, on croyait que c'était la théorie des humeurs. Donc, on croyait que si on libérait la personne de son sang, on l'aidait à guérir de toutes sortes de maladies. Ce qui va vous surprendre peut-être aussi, c'est qu'on en fait encore aujourd'hui. Il y a des maladies, surtout des maladies spécifiques du sang, comme l'hémochromatose, où il y a un surplus de fer dans le sang et on doit faire quelques saignées, mais c'est sûr que c'est pas une grande mode et ça s'applique pas à toutes les sauces comme ça l'était dans cette période-là. Ouais. Plus récemment, en fait, des années 1930, en fait, les fameuses lobotomies. Hein? C'était un traitement en psychiatrie, ça. Donc, ils enlevaient vraiment une partie du cerveau pour traiter des conditions psychiatriques. Il y a même des gens qui faisaient ça, des médecins qui faisaient ça sur la route. Ils se promenaient de village en village et ils faisaient des lobotomies sur place. Incroyable. Dans les années 50, on s'est rendu compte que c'était absurde, en fait, et que c'était sauvage comme traitement. Donc, ça a été abandonné. Mais c'est très récent quand même, ça, comme Lobotomie à domicile. Absolument. C'est terrible, n'empêche, quand tu penses ça. Maintenant, on revient dans le présent. En fait, on va parler de l'anesthésie. On pourrait dire que, ça pourrait être pratique, hein, une vraie machine à monter dans le temps. Hein, dans le cas de perte de mémoire, par exemple, on oublie des choses, hein, donc on revient un petit peu en arrière, et on s'en rappelle. Mais là, le vrai sujet, c'est la perte de mémoire et c'est lié à l'anesthésie. C'est une question de Colette de Tadoussac. Bonjour le docteur, j'ai eu plusieurs anesthésies générales. Est-ce vrai que celle-ci provoque des pertes de mémoire? Bien, merci Colette, avec anesthésio-logiste, docteur Jean-Denis Roy du CHUM. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, Jean-Denis, d'où ça vient ce mythe? Je dirais que c'est difficile à définir d'où vient exactement ce mythe au niveau de l'anesthésie et de la mémoire. Cependant, derrière tout mythe, il y a quand même un certain fond de réalité qu'on peut retrouver. Et ces fonds de réalité-là se retrouvent par les expériences des diverses personnes qui passent sous anesthésie, et c'est souvent secondaire aux médicaments qu'ils vont recevoir. Les médicaments qu'ils reçoivent, selon les quantités, les doses, dépendamment aussi des patients comme tels, de leurs conditions de base de santé, vont avoir des effets secondaires ou des conséquences suite à l'anesthésie qui peuvent être beaucoup plus importantes. Donc, dans ce contexte-là, c'est difficile à évaluer vraiment quelle sera la conséquence directe par rapport à ça, mais elle existe. Puis, l'intérêt de ça, du mythe, c'est de susciter le questionnement et la recherche. Mais la recherche en est encore à certains balbutiements par rapport à tout ça. Mais on oublie quand même la chirurgie, c'est déjà ça. Ouais. C'est la force, justement, de l'anesthésie, c'est de prendre le contrôle de la conscience et de l'hémodynamie, si vous voulez, du patient. Et c'est lors du contrôle de cette conscience-là qu'on a les effets sur la mémoire. Peut-être rappeler aux gens, là, quand est-ce qu'on devra aller vers une anesthésie générale?
Donc, pour ce qui est du choix de l'anesthésie générale, ou ce que vous voulez aussi en venir probablement, c'est l'anesthésie loco-régionale. Donc, ça dépend un peu, du type de chirurgie qu'on doit Ça veut subir. dire, par exemple, geler le bras au lieu d'endormir la personne. Exactement. Maintenant qu'on parle d'anesthésie générale, il y a quand même des effets indésirables. Là. Il y a quand même Oui, il y a tous les effets secondaires qu'on peut retrouver et ces effets-là vont avoir l'ampleur selon, comme je vous expliquais tantôt, la condition de base du patient. Et il y a aussi l'incidence des effets secondaires par rapport au type de chirurgie qu'on va avoir et la durée de la chirurgie. Mais quel genre d'effets on voit couramment, là, les patients? Disons que quand on fait la revue des effets qui entraînent une hospitalisation prolongée chez les patients, disons dans la chirurgie d'un jour, c'est beaucoup plus nausées-vomissements. Nausées-vomissements. Ça, c'est très important. Pour ce qui est après ça, des problèmes de mémoire de courte ou de longue durée, à ce moment-là, c'est un effet secondaire avec une certaine réversibilité qu'on va retrouver, mais sans conséquence sur la fonctionnalité du patient. Puis si on a plusieurs anesthésies générales de suite, là, rapprochées, est-ce qu'on a plus d'effets à ce moment-là sur la mémoire? Est-ce que c'est plus... Il reste qu'on doit éliminer le médicament. Donc, éliminer le médicament, c'est un peu comme éliminer de l'alcool. À un moment donné, on prend un bon verre, le lendemain, on a les effets secondaires et ça s'élimine progressivement, donc avec le temps qui passe. Et je vous dirais que les médicaments qu'on utilise en anesthésie ont un peu ce côté-là ou ce contexte-là dans lequel on a un peu les effets d'étourdissement, nausées, vomissements suite à ça, mais ça s'élimine naturellement. C'est comme la période des fêtes. Si on enchaîne ça jour après jour, c'est plus difficile. Exactement. Le temps des fêtes qui durerait toute l'année aurait des conséquences importantes. Quels conseils on pourrait donner aux gens qui doivent subir une intervention qui va nécessiter une anesthésie générale? Tout d'abord, d'avoir une hygiène de vie qui est optimale. Donc, alimentation, conditions physiques et tout ça sont vraiment des éléments qui vont faire qu'on va pouvoir passer à travers l'anesthésie générale de façon optimale. Par la suite, ce que je recommanderais aux patients, c'est de parler à son anesthésiologiste, de lui confier sa condition de santé. Donc, entre autres, un des éléments qu'on oublie à l'occasion, c'est chez le patient obèse qui a des problèmes, par exemple, de syndrome d'apnée du sommeil, qui possède un CPAP à la maison. Donc, c'est un élément qui est important qu'il doit apporter à l'hôpital avec lui pour subir son anesthésie générale. Ça veut dire parler avant de s'endormir, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, exactement. Il y a un ajustement, donc ça ne peut pas être une machine de l'hôpital qui va compenser facilement son... Si on veut justement que ce soit optimal, c'est mieux de prendre l'appareil du patient. Mais vous rencontrez les patients, vous faites vraiment une histoire médicale avant d'endormir les gens de toute façon. Oui, on essaie le plus possible de rencontrer le patient et de lui permettre aussi de s'exprimer, de poser ses questions d'inquiétude, entre autres, face à l'anesthésie, avant d'entreprendre l'anesthésie. Et il demeure que, dépendamment des types de chirurgie, le patient aura aussi un choix à faire sur le type d'anesthésie. Parce qu'il y a des types de chirurgie, je m'excuse, qui peuvent être faits d'une façon ou d'une autre. Donc, on a le choix. Mais merci beaucoup, Jean-Denis, pour les informations. Ça me fait plaisir, merci. Maintenant, qui est le marin le plus célèbre? Hein? Savez-vous, est-ce que c'est Christophe Colomb, Jacques Cartier? C'est pas Gilligan? Ah, Gilligan, peut-être? Non, c'est Popeye, hein? Qui existait réellement. En fait, il aimerait la prochaine question qui vient de Antoine, qui a 11 ans. Bonjour les docteurs. Moi, j'aime ça les épinards. Ma mère me dit toujours que quand j'en mange, je vais devenir fort comme papa et le marin. Antoine, mange tes épinards! Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense qu'Antoine, il laisse jamais d'épinards dans son assiette. Oui, non, il a vraiment l'air d'aimer ça beaucoup. C'est quand même une exception. C'est trop rare pour un enfant. Hein? Les enfants n'étaient pas comme ça. Mais tout le monde sait que les épinards sont bons pour la santé, qu'on va être plus fort, puis ils le savent beaucoup à cause de Popeye, mais même dans l'imaginaire des gens, c'est intégré. Mais ça vient d'où, ça? C'est vrai que les épinards, comme c'est un légume vert foncé, ça contient du fer. Ah, donc, c'est important de faire. C'est important de le faire. Puis quand on a d'ailleurs des contenants d'épinards, si on regarde la fiche, ça nous dit qu'une portion d'épinards, c'est 10% de nos besoins dans la journée en fer, ce qui est plus que bien d'autres aliments. Une portion, c'est à peu près... Une demi-tasse de pour ce qui est cuit quand comme même ça. pas mal Mais tu sais, une bonne salade avec des épinards dedans, c'est probablement suffisant aussi pour aller chercher cette consommation-là. Mais c'est pas plus que bien d'autres légumes verts. Donc, d'où ça vient ce mythe-là? Et c'est un peu rigolo parce que ça vient d'une erreur. Il y a plusieurs années, quand il y avait des transcriptions à la main, il y a une secrétaire qui a ajouté un 0 à la quantité de fer qui était dans les épinards. Et ça a été véhiculé longtemps jusqu'à ce que quelqu'un dise
Ça vient d'où et qu'il y a une vérification de fait. Et là, le mythe est tombé, donc les épinards sont bons, mais comme bien d'autres légumes. Donc, Popeye n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette erreur. Il aurait été différent, Il aurait peut-être que ça aurait été des brocolis. Des brocolis, mais ça n'aurait pas été vraiment Du foie de veau. Du foie de veau. Ça n'aurait pas été Popeye, ça. Hein? Mais quand même. Il y a des mythes comme ça. Maintenant, restons à table. On va écouter quel mythe Charlotte, qui a 11 ans, nous propose de mettre au menu. Bonjour les docteurs. J'aimerais savoir si c'est vrai que boire beaucoup d'eau durant les repas, c'est mauvais pour la digestion. Merci. Merci, Charlotte. Ça, c'est une question qui doit intéresser les poissons aussi. Certainement. Non, mais... Éventuellement, mais Charlotte, c'est un mythe. Tu peux boire autant d'eau que tu veux. L'eau, c'est pas du tout nocif. On a pensé en fait que l'eau diluait ce qu'il y avait dans l'estomac comme sucre gastrique. Donc, les sucres gastriques qui nous aideraient à digérer. Donc, on s'est dit, si on boit trop d'eau, mais ça dilue, donc on va pas bien digérer le repas, alors que c'est complètement faux. Elle peut boire autant d'eau qu'elle veut. Et d'ailleurs, on a besoin de bien s'hydrater. C'est très, très important. Les jeunes enfants particulièrement, ils n'ont pas peut-être le réflexe d'aller boire aussi facilement que nous, surtout quand il fait chaud. Ils se dépensent énormément. Hein. Les jeunes enfants, ils sont au parc, ils courent beaucoup, tout ça. Donc, il faut vraiment les hydrater et leur proposer de l'eau. Hein. On a dit bien de l'eau. Et donc, l'eau du jus, parce qu'on a souvent le réflexe. Exactement. Et du jus, c'est beaucoup moins réhydratant. Ouais. C'est plein de sucre, donc c'est plein de calories. Ça coupe l'appétit pour les autres aliments. Ça favorise la carie dentaire. Donc, les jus, oui, en quantité modérée. Mais je ne sais pas d'où il vient ce mythe-là comparé à Popeye et ses épinards. Je ne sais pas s'il y a une secrétaire. C'est peut-être la même secrétaire. Il y a pu avoir une erreur de jus. Mais pas de jus, par contre. Pas de jus. Des jus. jus en mangeant, ça pourrait couper l'appétit. Exactement. Après la pause, maintenant, est-ce que les crapauds donnent des virus? Hein? Est-ce que c'est vrai qu'on se dilate la rate quand on rit? Les réponses dans un instant. Après la pause. Est-ce que je peux vous toucher? Ben oui. Il est très sympathique. C'est pas dangereux, un crapaud, et ça ne donne pas de virus. Et plus tard, dans la rate, il y aurait les humeurs noires. Okay? Donc, les humeurs de la mélancolie. Et quand on se dilatait la rate, en fait, on se libérait de ces humeurs-là, et c'est pour ça qu'on rit.